Le dernier silence, l'ascension de l'Union. Prologue, les échos du passé. L'année 2417 marqua la fin du monde tel que nous le connaissions. Les guerres climatiques avaient consumé la Terre pendant 37 ans, transformant des métropoles en brasiers, des océans en déserts de sel. Lorsque le dernier missile tomba sur les ruines de Mimbé, 2,5 milliards d'âmes avaient péri. Les survivants, hagards, jurèrent que jamais plus l'humanité ne se diviserait. De ces cendres naquit l'Union terrienne. Unifiée par la douleur, galvanisée par la survie, l'humanité se tourna vers les étoiles. En 2478, nous posâmes le pied sur Mars. En 2512, les colonies joviennes devinrent autonomes. Et en 2519, le prototype Icare 7 franchit le mur de la lumière. Nous pensions avoir conquis l'univers. Nous avions tort. Chapitre 1, la fréquence de la terreur. 26 juin 2544, station d'écoute profonde Kepler 12. Le technicien Yao Shen n'oublia jamais le moment où il intercepta le signal. Une fréquence étrange, encodée dans un langage mathématique universel. Il fallut 3 semaines pour la déchiffrer. Lorsque le Haut Conseil terrestre visionna l'enregistrement, un silence de plomb s'abattit sur la salle. Les images montraient une civilisation entière réduite en cendres. Des vaisseaux titanesques, marqués du sceau des Cradons, pulvérisaient des mondes avec une efficacité chirurgicale. Pas de négociation. Pas de pitié. Juste l'extinction méthodique de toute forme de vie intelligente jugée inférieure. L'amiral Marcus Vann, vétéran des dernières guerres climatiques, fut le premier à parler, « Nous ne sommes pas prêts. Si ces créatures découvrent notre existence, l'humanité ne survivra pas. » Ce jour-là, l'Union terrienne prit la décision la plus controversée de son histoire, le protocole silence absolu. Plus d'émissions radio vers l'espace. Plus d'expansion visible. Toutes les ressources seraient détournées vers un seul objectif, construire une armada capable de terrasser un dieu. Pendant 100 ans, l'humanité se terra dans l'ombre cosmique, forgeant en secret des armes que la galaxie n'avait jamais imaginées. Chapitre 2, le fantôme du nuage d'Oort. 14 mars 2644, croiseur d'exploration UTS Odyssée. Le capitaine John Patterson avait le profil parfait du héros que l'Union ne voulait pas célébrer. À 32 ans, diplômé premier de l'Académie militaire de Ganymède, il possédait ce mélange rare d'intuition tactique et de curiosité scientifique qui faisait les grands explorateurs. Son visage aux traits anguleux portait une cicatrice au-dessus de l'œil gauche, souvenir d'un exercice de combat rapproché qui avait mal tourné. Mais c'était son regard qui marquait les esprits, des yeux d'un bleu acier qui semblaient constamment évaluer, calculer, anticiper. Ce matin-là, l'Odyssée patrouillait les confins du système solaire lorsque les senseurs détectèrent une anomalie. « Capitaine, nous avons un contact », annonça le lieutenant Zhao depuis sa console. « Signature thermique faible, trajectoire erratique. Ça ressemble à un vaisseau en détresse. » Patterson se pencha sur l'écran holographique. Le protocole était clair, aucun contact avec des entités extraterrestres. Mais le serment qu'il avait prêté en entrant dans la flotte parlait aussi de porter secours à ceux en danger. On approche. Bouclier au maximum, arme en veille. Je veux une identification complète avant qu'on soit à portée de tir. Le vaisseau alien était une merveille d'ingénierie biologique. Ses contours organiques, presque vivants, évoquaient une coquille de nautile géante. Mais il était criblé d'impacts, perdant de l'atmosphère par une douzaine de brèches. « Capitaine, je reçois un signal de détresse sur canal universel », dit Zhao. C'est du mathématique pur. Il demande de l'aide. Patterson serra la mâchoire. Un siècle d'isolationnisme pesait sur ses épaules. Mais en regardant ce vaisseau mourant, il ne vit pas une menace. Il vit des êtres vivants qui allaient périr dans le vide glacé de l'espace. Amorcer les procédures de sauvetage. Et que quelqu'un contacte le Haut Conseil. Ils vont adorer ça. Chapitre 3, Lyra. L'équipe médicale de l'Odyssée s'affairait autour des rescapés lorsque John entra dans la baie médicale. Le docteur Kenji Tanaka se tourna vers lui, l'air stupéfait. « Capitaine, vous devez voir ça. Ils sont, presque humains. » John s'approcha des capsules de quarantaine. 5 créatures humanoïdes, inconscientes mais stables.
Leur morphologie était effectivement troublante de familiarité, bipèdes, 2 bras, un visage avec 2 yeux, un nez, une bouche. Mais leur peau avait une teinte opaline, presque lumineuse, et leurs proportions étaient d'une symétrie parfaite qui défiait le hasard évolutif. L'ADN, demanda John. Compatible à 89% avec le nôtre. C'est statistiquement impossible, capitaine. Soit c'est une convergence évolutive miraculeuse, soit... Soit quoi? Tanaka hésita. Soit nous partageons un ancêtre commun. Ce qui soulève des questions très dérangeantes. C'est alors qu'une des capsules s'illumina. Une alarme douce retentit. La plus grande des rescapés ouvrit les yeux. John Patterson avait affronté des simulations de combat contre des flottes entières. Il avait survécu à une décompression explosive lors de son premier déploiement. Il s'était tenu debout dans les ruines radioactives de ce qui fut autrefois Sydney, contemplant la folie de l'humanité. Mais rien ne l'avait préparé aux yeux de Lyra. Ils étaient d'un violet profond, striés de filaments dorés qui semblaient capturer la lumière ambiante. Des yeux qui portaient en eux la sagesse d'une civilisation millénaire et la vulnérabilité d'une survivante. Elle se redressa lentement, son regard balayant la baie médicale avant de se fixer sur John. Pendant un instant qui parut durer une éternité, ils se dévisagèrent en silence. Puis elle parla. Sa voix était mélodieuse, presque musicale, et les implants traducteurs de l'Odyssée mirent quelques secondes à s'adapter. Merci, de nous avoir sauvés. Je suis Lyra, ambassadrice du conclave d'Olyria. Nos ennemis, les Cradons, ils nous poursuivaient depuis 3 cycles lunaires. Le nom frappa John comme un coup de poing. Les Cradons. L'empire fantôme qui avait condamné l'humanité à 100 ans de silence. Vous êtes en sécurité maintenant, dit-il d'une voix qu'il voulait rassurante. Je suis le capitaine John Patterson, de l'Union terrienne. Bienvenue dans notre système solaire. Lyra inclina légèrement la tête, un geste qui évoquait à la fois le respect et la gratitude. L'Union terrienne, nous n'avons jamais détecté votre présence dans nos cartes stellaires. Vous êtes une civilisation jeune? Disons que nous avons préféré rester discrets, répondit John avec un sourire en coin. Mais j'ai l'impression que cette discrétion vient de prendre fin. Chapitre 4, le rapport au Conseil. Salle du Haut Conseil, Cité Olympe, Mars. L'amiral Marcus Van frappa du poing sur la table holographique, faisant trembler les projections stellaires. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, Patterson? John se tenait au garde-à-vous devant les 12 membres du Haut Conseil, conscient que sa carrière pendait à un fil. Mais il soutint le regard de son mentor sans ciller. J'ai sauvé des vies, amiral. C'est ce que nous sommes censés faire. Nous sommes censés survivre, tonna Van. 100 ans, John. 100 ans que nous nous cachons, que nous construisons, que nous prions pour que les Cradons ne nous trouvent jamais. Et vous, en une seule décision impulsive, vous révélez notre position à. Va des réfugiés mourants, l'interrompit John. Des êtres qui fuient les mêmes monstres que nous craignons. Des alliés potentiels. La chancelière Amara Singh, chef du conseil, leva la main pour imposer le silence. Son visage impassible ne trahissait aucune émotion. Capitaine Patterson, vous comprendrez notre inquiétude. Le protocole silence absolu n'est pas un simple règlement. C'est la pierre angulaire de notre stratégie de survie. Avec tout le respect que je vous dois, chancelière, je pense que notre stratégie doit évoluer. John activa son interface personnelle, projetant les données qu'il avait collectées. Les Olyris ne sont pas une menace. Leur technologie est avancée dans les domaines de la bioingénierie et de la propulsion subluminique, mais ils n'ont aucune capacité militaire offensive. Ils sont pacifistes par philosophie. Ce qui explique pourquoi ils se font massacrer, marmonna Van. Ce qui explique pourquoi ils ont besoin d'aide, corrigea John. Et j'ai passé les 3 derniers jours à étudier leur base de données. Les Cradons ne sont pas invincibles. Ils sont puissants, certes, mais leur doctrine militaire repose sur la terreur et la supériorité numérique, pas sur la finesse tactique. Il agrandit une section de l'hologramme. Nous avons ce qu'ils n'ont pas, 100 ans d'innovation focalisée. Nos boucliers à singularité, nos systèmes de camouflage quantique, nos IA tactiques, nous sommes préparés pour un type de guerre qu'ils n'ont jamais affronté.
La conseillère Yuki Yamamoto, spécialiste en xénopolitique, se pencha en avant. Capitaine, vous suggérez que nous abandonnions un siècle de prudence pour défendre une civilisation que nous connaissons depuis moins d'une semaine? John prit une profonde inspiration. Il savait que sa réponse allait déterminer le cours de l'histoire. Je suggère, conseillère, que nous nous souvenions pourquoi nous avons survécu aux guerres climatiques. Ce n'est pas parce que nous nous sommes cachés. C'est parce que nous nous sommes unifiés face à une menace commune. L'humanité est forte quand elle défend quelque chose qui dépasse sa simple survie. Nous avons bâti cette armada en 100 ans, mais pour quoi faire? Attendre indéfiniment que les cradons nous trouvent? Ou prendre position et montrer à la galaxie qu'il existe une alternative à la tyrannie? Le silence qui suivit fut pesant. Van regardait John avec un mélange de fierté et d'exaspération. Il reconnaissait dans son protégé la même fougue idéaliste qui l'avait autrefois animé, avant que les années de commandement ne la tempèrent. Finalement, la chancelière Singh se leva. Nous allons délibérer. En attendant, capitaine Patterson, vous et votre équipage êtes consignés à Olympe. Les O'Learys recevront l'asile temporaire, mais aucune information sensible ne doit leur être communiquée. Est-ce clair? Cristallin, chancelière. Bien. Vous pouvez disposer. Alors que John quittait la salle, Van le rattrapa dans le couloir. Tu joues avec le feu, mon garçon. Je sais, Marcus. Mais parfois, le feu est nécessaire. Van soupira. Tu as passé beaucoup de temps avec cette ambassadrice, n'est-ce pas? Lyra. John sentit ses joues rougir légèrement. Elle est fascinante. Leur culture entière est construite sur des principes que nous avons oubliés pendant les guerres. L'art, la musique, la philosophie au cœur de leur société. Fais attention, John. Le ton de Van s'était adouci. Je te connais. Tu vois en elle ce que tu veux voir. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des décisions basées sur des sentiments. Et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre humanité au nom de la sécurité, répliqua John. C'est la leçon que les guerres climatiques auraient dû nous apprendre. Chapitre 5, Olyria la Magnifique. 3 semaines plus tard, système stellaire d'Olyria Prime. Le Conseil avait finalement autorisé une mission diplomatique limitée. L'Odyssée, accompagnée de 2 croiseurs furtifs en protection rapprochée, escortait les O'Learys rescapés vers leur monde natal. Rien n'aurait pu préparer John au spectacle qui s'offrit à lui. Olyria Prime était un joyau suspendu dans le velours noir de l'espace. La planète elle-même brillait d'une teinte turquoise, ses océans bioluminescents créant des vagues de lumière visibles depuis l'orbite. 3 lunes dansaient autour d'elle, chacune terraformée et reliée à la planète mère par d'immenses ponts de lumière, des faisceaux d'énergie qui transportaient matière et information. C'est magnifique, murmura le lieutenant Zhao. Les cités olyriennes n'étaient pas des constructions de métal et de béton, mais des sculptures vivantes. Des tours organiques s'élevaient vers le ciel, leur structure cristalline captant la lumière des 3 soleils du système pour la diffracter en arc-en-ciel permanent. Entre les tours, des jardins suspendus flottaient grâce à des champs gravitationnels maîtrisés, créant des oasis de verdure à tous les niveaux de l'atmosphère. Notre civilisation a choisi une voie différente de la vôtre, expliqua Lyra, debout à côté de John sur la passerelle. Après nos propres guerres ancestrales, nous avons décidé que la beauté serait notre guide. Chaque bâtiment, chaque technologie doit servir non seulement la fonction, mais aussi nourrir l'âme. John ne pouvait détacher son regard d'elle. Dans la lumière diffuse de la passerelle, Lyra était encore plus radieuse. Elle portait une robe traditionnelle olyrienne qui semblait tissée de lumière liquide, épousant ses courbes avec une grâce qui coupait le souffle. Sur Terre, nous avons failli oublier la beauté, admit-il. Les guerres climatiques ont fait de nous des survivants, des ingénieurs, des soldats. Mais des artistes, ça, nous l'avons laissé derrière. Lyra posa doucement sa main sur la sienne. Le contact envoya une décharge électrique dans le bras de John. Peut-être que c'est pour ça que nos peuples se sont rencontrés, John. Vous pouvez nous apprendre à survivre. Et nous pouvons vous rappeler pourquoi la survie mérite d'être poursuivie. Leurs regards se croisèrent, et John sentit le monde autour d'eux s'estomper.
Il y avait quelque chose dans les yeux de Lyra qui transcendait les barrières linguistiques et culturelles. Une connexion primordiale, comme si leurs âmes s'étaient reconnues à travers le vide cosmique. « Capitaine » l'interrompit Jao avec un tout sautement gêné, « le conclave nous demande l'autorisation d'amarrage. Il souhaite organiser une cérémonie de bienvenue. » John cligna des yeux, revenant brusquement à la réalité. « Accordé. Préparer une équipe de débarquement. Protocole diplomatique complet. » Alors qu'il s'éloignait pour superviser les opérations, Lyra murmura assez fort pour qu'il l'entende, « J'espère que vous accepterez mon invitation personnelle à visiter les jardins de la mémoire, capitaine. Il y a tant de choses que j'aimerais vous montrer. » Le sourire qu'elle lui adressa promettait bien plus qu'une simple visite touristique. Chapitre 6, les jardins de la mémoire. La nuit tombait sur Olyria Prime, bien que « nuit » soit un terme inadéquat pour décrire le crépuscule trisolaire. Les 3 soleils se couchaient en séquence, créant une cascade de teintes qui passait du doré au pourpre, puis à un bleu profond ponctué par la bioluminescence naturelle de la planète. John avait quitté son uniforme pour une tenue civile plus simple, ne conservant que son insigne de commandement par habitude. Il rejoignit Lyra à l'entrée des jardins de la mémoire, un lieu sacré pour les Olyris où étaient préservés les souvenirs de toutes les générations passées sous forme d'impressions neurales cristallisées. « Vous êtes venu, dit-elle, et la joie dans sa voix était sincère. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Elle le guida à travers des allées bordées d'arbres dont les feuilles changeaient de couleur au passage des visiteurs, réagissant à leurs émotions. Autour d'eux, les cristaux de mémoire flottaient en suspension, chacun contenant les expériences, les rêves et la sagesse d'un Olyris disparu. « Nous croyons que la mort n'est qu'une transition, expliqua Lyra en s'arrêtant devant un cristal particulièrement lumineux. Tant que nos souvenirs perdurent, une partie de nous reste vivante. C'est celui de ma grand-mère. Elle était artiste, comme la plupart des miens. Peintre de nébuleuses. » Peintre de nébuleuses ? Lyra sourit. Elle voyageait vers les formations de gaz interstellaires et les peignait de l'intérieur, utilisant des drones équipés de pigments lumineux. Ses œuvres s'étendaient sur des années-lumière et vivaient pendant des siècles avant de se disperser naturellement. John secoua la tête, émerveillé. Sur Terre, nous considérons l'espace comme un champ de bataille potentiel, une ressource à exploiter. Vous en avez fait une toile. Chaque civilisation choisit ce qu'elle veut voir dans le cosmos, répondit Lyra. Vous y voyez un danger. Nous y voyons une opportunité de créer. Ils marchèrent en silence pendant un moment, le seul bruit étant le murmure cristallin des fontaines de lumière qui jalonnaient le jardin. Finalement, Lyra s'arrêta dans une clairière isolée où un banc de pierre noire semblait absorber la lumière ambiante. « John, dit-elle doucement, se tournant vers lui. Puis-je vous poser une question personnelle ? » Bien sûr. Pourquoi êtes-vous devenu soldat ? Vous ne semblez pas porter la guerre en vous comme certains de vos compatriotes. La question le prit au dépourvu. Il s'assit sur le banc, et Lyra le rejoignit, leurs épaules se touchant presque. Mon arrière-grand-père est mort pendant les guerres climatiques, commença-t-il. Il était pilote de chasseurs, abattu au-dessus de ce qui est maintenant le désert méditerranéen. Ma famille a toujours dit qu'il était mort en héros, défendant notre liberté. Mais en grandissant, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. Il n'est pas mort en défendant quoi que ce soit. Il est mort en attaquant d'autres humains pour des ressources que nous aurions pu partager. Il est mort parce que nos dirigeants ont choisi la guerre plutôt que la coopération. Et 2,5 milliards de personnes sont mortes avec lui. C'est pour ça que vous avez rejoint la flotte ? J'ai rejoint la flotte parce que je ne veux plus jamais que l'humanité ait à faire ce choix. Je suis devenu soldat pour que d'autres puissent rester artistes, scientifiques, parents, vivants. C'est ironique, non ? Devenir un instrument de guerre pour préserver la paix. Lyra posa sa main sur la joue de John, le forçant doucement à la regarder. Ce n'est pas ironique. C'est noble. Et triste. Votre peuple a perdu tant de choses. Mais nous avons appris, dit John, sa main venant couvrir celle de Lyra. Nous avons appris à nous unir. À mettre nos différences de côté. C'est pour ça que je crois que nous pouvons vous aider. Parce que nous comprenons ce que c'est que de frôler l'extinction.
Leurs visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. John pouvait sentir la chaleur de la peau de Lyra, percevoir les reflets dorés dans ses yeux violets. Son cœur battait la chamade. John, murmura-t-elle, dans ma culture, nous avons un rituel appelé le mélanie, la fusion des âmes. Lorsque deux êtres ressentent une connexion qui transcende le rationnel, ils peuvent choisir de partager leur essence pour une nuit. Ce n'est pas qu'un acte physique. C'est une communion totale. Et Lyra, nous venons de mondes différents. De cultures différentes. Je ne veux pas. Elle posa un doigt sur ses lèvres. Vous ne voulez pas me blesser. Je sais. Mais John, depuis que vous m'avez sauvé, je ressens quelque chose que je n'avais jamais éprouvé. Comme si une partie de moi que j'ignorais manquait avait enfin été comblée. Est-ce que vous ressentez la même chose? John ferma les yeux, luttant contre toutes les règles, tous les protocoles, toute la logique qui lui dictait de s'éloigner. Mais quand il les rouvrit, il sut que la seule chose qui comptait était la vérité. Oui, souffla-t-il. Depuis que j'ai croisé ton regard dans cette baie médicale, je me sens vivant d'une manière que je n'avais jamais connue. Lyra sourit, et ce sourire contenait tout l'espoir d'un univers qui cherchait la lumière dans les ténèbres. Alors ne luttons plus. Elle l'embrassa, et le monde explosa. Ce n'était pas qu'un baiser. C'était une promesse, une révolution, une déclaration de guerre contre tout ce qui les séparait. Les lèvres de Lyra avaient le goût de nectar étranger et de possibilités infinies. John l'attira contre lui, sentant la chaleur de son corps à travers la fine étoffe de sa robe. Quand ils se séparèrent enfin, haletant, Lyra murmura contre ses lèvres, « Ma chambre n'est pas loin. Si vous voulez. » Je veux, dit John sans hésitation. Dieu, Lyra, je veux. Elle le prit par la main et l'entraîna hors des jardins de la mémoire, leur rire résonnant entre les cristaux qui capturaient ce moment pour l'éternité. La chambre de Lyra surplombait la cité, ses murs transparents offrant une vue panoramique sur les lumières dansantes d'Olyria. Mais ni John ni Lyra ne regardaient le paysage. Ils s'embrassaient avec une urgence née de trop de retenue, de trop de protocoles ignorés, de trop de moments volés. Les mains de John exploraient les contours du corps de Lyra, découvrant une peau douce comme de la soie et chaude comme un soleil d'été. « Ta robe, halta-t-il entre deux baisers. Comment l'enlever » Lyra rit, un son cristallin qui résonna dans la pièce. « Laisse-moi. » Elle murmura quelques mots dans sa langue natale, et la robe se défit comme de l'eau, coulant le long de son corps pour se rassembler en une flaque de lumière à ses pieds. Elle se tenait devant lui, glorieusement nue, sa peau opaline brillant doucement dans la pénombre. John resta figé, subjugué. « Tu es parfaite. »« Je suis Olyris, » répondit-elle avec un sourire espiègle. « Mais je crois que c'est la première fois qu'un humain me voit ainsi. Suis-je si différente ?» Au lieu de répondre, John retira sa propre chemise, révélant un torse marqué par l'entraînement militaire et quelques cicatrices témoignant de son service. Lyra s'approcha, traçant du bout des doigts les lignes de ses muscles, s'arrêtant sur chaque cicatrice. « Chacune raconte une histoire, » murmura-t-elle. « Des histoires de survie, » dit John. « Mais ce soir, je veux écrire une histoire différente. » Il la souleva dans ses bras, la portant jusqu'au lit qui semblait fait de nuages solidifiés. Ils s'étendirent ensemble, leurs corps s'imbriquant comme s'ils avaient été conçus l'un pour l'autre à travers les éons. Ce qui suivit fut une danse aussi vieille que la vie elle-même, mais nouvelle pour eux deux. Lyra lui montra les points de sensibilité spécifiques aux Olyris, des zones le long de sa colonne vertébrale qui, lorsqu'elles étaient touchées avec douceur, la faisaient frissonner de plaisir. John explora son corps avec une révérence qu'il réservait habituellement aux merveilles cosmiques, découvrant qu'elle réagissait à ses caresses de manière à la fois familière et exotique. Le mélanie, halta Lyra alors que leurs corps bougeaient à l'unisson. C'est plus qu'une union physique. Ouvre ton esprit, John. Laisse-moi te sentir. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'elle demandait, mais il abaissa toutes ses défenses mentales, s'abandonnant complètement au moment. Et soudain, il la sentit, non pas avec ses mains ou sa peau, mais avec quelque chose de plus profond. Leurs émotions se mêlèrent, créant une rétroaction de plaisir et de joie qui s'amplifiait à chaque battement de cœur. Lyra arqua le dos, ses yeux s'illuminant littéralement d'une lueur violette.
Et John, je te sens, c'est. Je sais, souffla Théil, émerveillé par l'intensité de cette connexion. Je te sens aussi. Ils atteignirent ensemble un sommet qui transcendait le physique, leur conscience fusionnant brièvement en une entité unique qui comprenait la douleur et l'espoir des deux mondes. Dans cet instant d'union parfaite, John ressentit les siècles de culture pacifiste Oliris, le poids de la beauté comme responsabilité. Et Lyra ressentit la douleur ancestrale de l'humanité, les cicatrices des guerres climatiques, mais aussi la résilience indomptable d'une espèce qui refusait de mourir. Quand ils redescendirent doucement de ce sommet partagé, enlacés dans la lumière tamisée de la chambre, ils n'étaient plus tout à fait les mêmes personnes. « Qu'est-ce qui vient de se passer » murmura John, caressant les cheveux de Lyra qui cascadaient sur son épaule. « Le Mélanie véritable, répondit-elle, la voix empreinte d'émerveillement. Je l'avais pratiqué avec d'autres Oliris, mais jamais ça n'avait été si intense. Nos deux cultures, si différentes, ont créé quelque chose de nouveau. » John serra Lyra contre lui, conscient que ce moment allait changer le cours de l'histoire. « Je ne veux pas te perdre, dit-il simplement. »« Alors ne me perds pas, répondit Lyra en se redressant pour le regarder dans les yeux. « Convainc ton peuple de se battre avec nous. Pas pour la guerre, mais pour le droit d'exister. Pour le droit d'aimer à travers les étoiles. Pour prouver que l'univers peut être plus qu'un champ de bataille. » John l'embrassa tendrement. « Je te le promets. Même si je dois affronter le conseil entier. » Ils firent l'amour une seconde fois cette nuit-là, plus doucement, explorant chaque courbe, chaque frisson, gravant dans leur mémoire la cartographie de leurs corps enlacés. Et lorsque l'aube trisolaire commença à teindre le ciel d'or, ils savaient tous deux que leur destin était scellé. Chapitre 7, la décision. 3 jours plus tard, transmission cryptée vers le Haut Conseil. John se tenait dans la salle de communication sécurisée de l'ambassade terrienne sur Olyria, conscient que les mots qu'il s'apprêtait à prononcer pourraient soit sauver 2 civilisations, soit le mener en cour martiale. Le visage holographique de l'amiral Van apparut, suivi de ceux des autres membres du conseil. « Capitaine Patterson, » commença la chancelière Singh. « Votre rapport préliminaire était préoccupant. Vous demandez une intervention militaire complète ? » « Oui, chancelière. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi nous n'avons pas le choix. » John activa une série de projections. Au cours des 3 derniers jours, j'ai eu accès aux archives complètes des Oliris concernant les Cradons. Ce que nous avons intercepté il y a 100 ans n'était que la surface. L'Empire Cradon a systématiquement éradiqué 47 civilisations au cours des 5 derniers siècles. Leur stratégie est toujours la même, identifier une espèce émergente, la surveiller jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain seuil technologique, puis la détruire avant qu'elle ne devienne une menace. Il fit défiler les images de mondes réduits en cendres. Les Oliris sont leur 48e cible. Mais voici ce qui devrait tous nous terrifier, selon les projections oliriennes, nous sommes la 49e. Un silence pesant s'abattit sur le conseil. « Comment peuvent-ils le savoir » demanda le conseiller Shen. « Parce qu'ils ont intercepté des transmissions Cradon mentionnant une anomalie gravitationnelle dans le secteur sol. Les Cradons ne savent pas encore exactement où nous sommes, mais ils savent que quelque chose existe dans notre région de l'espace. C'est une question de temps avant qu'ils nous localisent. » Van se pencha en avant. « Donc, votre argument est que nous devrions sortir de l'ombre parce que nous sommes de toute façon condamnés à être découverts ? » Mon argument, répliqua John avec force, c'est que nous avons le choix de comment nous serons découverts. Soit cachés, isolés, attendant passivement notre fin. Soit debout, aux côtés d'alliés, montrant à la galaxie qu'il existe une alternative à la tyrannie Cradon. Et nos 100 ans de préparation, demanda la conseillère Yamamoto. Vous proposez que nous les risquions pour des étrangers ? Je propose que nous les utilisions pour ce pourquoi ils étaient prévus, défendre l'humanité. Et l'humanité, conseillère, ne se limite pas à notre espèce. Elle est une idée. Le droit de vivre, de créer, d'aimer sans craindre l'extinction. John prit une profonde inspiration. C'était le moment de jouer sa dernière carte. Il y a autre chose que vous devez savoir. Quelque chose de personnel. Il sentit son cœur s'accélérer. J'ai participé au rituel du Mélanie avec l'ambassadrice Lyra. C'est une fusion mentale et physique qui crée un lien profond entre 2 êtres.
Et à travers ce lien, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les expressions choquées du Conseil ne le firent pas dévier. Les Oliris et nous partageons un ADN compatible à 89%. Ce n'est pas une coïncidence. Leurs légendes anciennes parlent d'un peuple des étoiles froides qui aurait visité leur monde il y a des millénaires. Et nos propres mythes terrestres regorgent d'histoires de visiteurs célestes. Je crois que nos deux espèces partagent un ancêtre commun, peut-être une civilisation antique qui a semé la vie à travers la galaxie. Capitaine, l'interrompit Singh, le visage impassible, êtes-vous en train de nous dire que vous avez eu des relations intimes avec une extraterrestre et que vous utilisez cela pour justifier une alliance militaire? Je vous dis, chancelière, que l'univers est bien plus interconnecté que nous le pensions. Que les frontières entre nous et eux sont artificielles. Et que si nous laissons les Cradons détruire Olyria, nous ne perdrons pas seulement des alliés potentiels. Nous perdrons une partie de nous-mêmes. Van secoua la tête, mais John crut déceler un sourire naissant. Bon sang, Patterson. Vous ne faites jamais les choses à moitié, n'est-ce pas? L'amiral, vous m'avez enseigné qu'un bon officier doit être prêt à prendre des risques calculés pour le bien de la mission. C'est le risque de ma vie. Mais je crois que c'est le bon. La chancelière Singh resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle se tourna vers les autres membres du conseil. Nous allons délibérer. Capitaine Patterson, vous resterez en liaison ouverte. L'hologramme se figea, laissant John seul avec ses pensées. Il savait qu'il venait de franchir une ligne irréversible. Mais en pensant à Lyra, à la beauté d'Olyria, à la possibilité d'un univers uni plutôt que divisé, il ne regrettait rien. 20 minutes s'écoulèrent. Les plus longues de sa vie. Puis l'hologramme se réactiva. Capitaine Patterson annonça Singh, et pour la première fois, John crut déceler de l'émotion dans sa voix. Le Haut Conseil a voté. Par cette voix contre 5, nous autorisons le déploiement de la flotte fantôme pour la défense d'Olyria Prime. John sentit ses jambes se dérober sous lui. Chancelière, merci. Vous ne le regretterez pas. Nous le regrettons déjà, capitaine, dit Van avec un sourire las. Mais peut-être que c'est ce dont l'humanité a besoin. Un rappel que nous ne sommes pas seuls dans cet univers. Singh reprit la parole. Les conditions sont les suivantes, vous commanderez l'opération sous la supervision directe de l'amiral Van. Nous déploierons 3 flottes d'attaque, 15 stations orbitales fantômes, et notre arsenal complet de drones de combat autonomes. Mais capitaine. Elle le fixa d'un regard d'acier. Si nous entrons dans cette guerre, nous la gagnons. Il n'y aura pas de demi-mesure. Soit nous brisons l'Empire Cradon, soit nous périssons en essayant. Compris? Compris, chancelière. Alors préparez-vous, capitaine. Dans 72 heures, le silence prend fin. Et la galaxie découvrira que l'humanité est de retour. Chapitre 8, le réveil des fantômes. Station orbitale Hadès Prime, orbite de Pluton. Les géants s'éveillaient. Pendant 100 ans, les stations fantômes avaient flotté dans le vide glacé aux confins du système solaire, invisibles, silencieuses, attendantes. Maintenant, une par une, elles s'activaient comme des léviathans sortant d'un sommeil millénaire. L'amiral Marcus Van se tenait sur la passerelle de commandement d'Hadès Prime, la plus grande des stations, observant sur les écrans holographiques le balai coordonné de toute la flotte fantôme. 327 vaisseaux de guerre, du chasseur furtif au croiseur lourd, émergeaient de leur hangar caché. Système de camouflage quantique en ligne, annonça le commandant Sarah Keller, son officier en second. Bouclier à singularité chargé à 100%. Canon à ion synchronisé. Toutes les unités rapportent prêtes au déploiement. Van hocha la tête, le regard perdu dans les étoiles. Un siècle. Un siècle que nous préparions ce moment en espérant qu'il n'arriverait jamais. Et maintenant qu'il arrive, demanda Keller. Maintenant, nous montrons à l'univers ce qu'une espèce acculée peut accomplir quand elle refuse de mourir. Il activa la communication générale, sa voix résonnant dans tous les vaisseaux de la flotte. À tous les membres de la flotte fantôme. Je suis l'amiral Marcus Van, commandant en chef des opérations militaires de l'Union terrienne. Ce que je m'apprête à vous dire va changer le cours de l'histoire humaine.
Il marqua une pause, laissant le silence accentuer la gravité de ses paroles. Pendant 100 ans, nous nous sommes cachés. Nous avons construit en secret, entraînés dans l'ombre, prié pour que notre préparation soit vaine. Mais aujourd'hui, nous apprenons que notre survie dépend non pas de notre silence, mais de notre action. Sur les écrans, ils voyaient les visages de milliers de soldats, hommes et femmes qui avaient consacré leur vie à un conflit qu'ils pensaient ne jamais livrer. Nous partons défendre un peuple qui nous est étranger. Les Oliris ne sont pas humains. Ils ne partagent pas notre histoire. Mais ils partagent notre droit d'exister. Et l'ennemi qui les menace également notre propre survie. Il serra le poing. Les Kradons croient que la galaxie leur appartient. Que toute vie intelligente est soit leur esclave, soit leur proie. Aujourd'hui, nous leur prouvons qu'ils ont tort. Aujourd'hui, l'humanité sort de l'ombre. Et que les dieux aient pitié de ceux qui se dresseront sur notre chemin. Un rugissement de milliers de voix s'éleva, se répercutant à travers les canaux de communication. Van coupa le micro et se tourna vers Keller. Donnez l'ordre. Cap sur Olyria Prime. Vitesse maximale. À vos ordres, amiral. Dans un ballet parfaitement orchestré, la flotte fantôme s'élança dans l'obscurité de l'espace, 3 siècles de technologie humaine condensée en une armada dont la galaxie n'avait jamais vu l'équivalent. Chapitre 9, l'ombre qui approche. Système Olyria, 2 jours plus tard. John se tenait aux côtés de Lyra dans la salle de commandement du conclave olyrien, observant les écrans de détection qui montraient l'approche inexorable de la flotte Kradon. Ils étaient terrifiants. Les vaisseaux Kradon n'avaient rien de l'élégance organique des constructions olyriennes ni de la précision fonctionnelle des machines terriennes. C'étaient des monstruosités angulaires, hérissées d'armes, leurs coques noires absorbant la lumière comme des trous dans la réalité. Le vaisseau amiral, une forteresse stellaire grande comme une lune, avançait au centre de la formation. « Combien ?» demanda John à l'archonte Velio, chef militaire du conclave. 143 vaisseaux de guerre. 300 000 combattants Kradon. Contre nos. Il hésita, nos 27 vaisseaux de défense planétaire et nos milices civiles. Qui n'ont jamais combattu, ajouta Lyra tristement. Nous avions espéré que notre isolement nous protégerait. Nous avions tort. John prit sa main. Votre isolement prend fin aujourd'hui. Regardez. Sur les écrans de détection, quelque chose d'impossible se produisait. L'espace vide derrière la flotte Kradon ondulait. Comme si la réalité elle-même se déchirait. Puis, dans un flash de lumière quantique, ils apparurent. La flotte fantôme. Les Oliris présents dans la salle retinrent leur souffle. Même Velio, vétéran de dizaines d'escarmouches mineures, écarquilla les yeux. 327 vaisseaux terriens se matérialisèrent d'un coup, parfaitement positionnés en formation d'attaque. Les croiseurs lourds, massifs et hérissés de canons, formaient le cœur de la flotte. Les destroyers, élégants et mortels, protégeaient les flancs. Et partout, comme des essaims d'insectes mécaniques, les chasseurs furtifs dansaient dans le vide. Par les 3 soleils, murmura Velio. D'où viennent-ils ? De l'ombre, répondit John avec un sourire féroce. Nous avons appelé ça le protocole silence absolu. 100 ans sans un murmure vers l'espace. 100 ans à nous préparer pour ce moment exact. L'écran principal s'illumina. Le visage de l'amiral Van apparut. Capitaine Patterson. Archonte Velio. Ambassadrice Lyra. La flotte fantôme est en position. Les Kradons vont bientôt détecter notre présence. Dès qu'ils le feront, ce sera la guerre totale. John se redressa. L'amiral, avec votre permission, j'aimerais être celui qui envoie le message. Van haussa un sourcil. Quel message ? Celui qui va définir notre première impression. Les Kradons passent leur temps à terroriser la galaxie. Je pense qu'il est temps qu'ils sachent ce que c'est que d'avoir peur. Un sourire lent se dessina sur le visage de Van. Permission accordée, capitaine. Montrez-leur ce que ça fait de rencontrer l'humanité. John activa le canal de communication ouvert, celui que tous les vaisseaux dans le système pourraient intercepter. Sa voix, amplifiée par les transmetteurs de toute la flotte, résonna dans le vide spatial. Attention, flotte Kradon.
Ici le capitaine John Patterson de l'Union terrienne. Vous avez pénétré dans un système sous protection humaine. Vous avez exactement 1 heure pour faire demi-tour et quitter ce secteur. Si vous refusez. Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer. Vous découvrirez pourquoi l'humanité a survécu à sa propre autodestruction. Vous découvrirez ce qu'une espèce peut devenir quand elle n'a plus rien à perdre. Et vous découvrirez que la terreur que vous infligez aux autres, nous la maîtrisons mieux que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Il coupa la communication. Lyra le regardait avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Tu crois qu'ils vont battre en retraite? Non, répondit John honnêtement. Les tyrans ne reculent jamais devant un défi direct. Mais je voulais qu'ils sachent une chose avant que ça commence. Quoi? Qu'ils ont peur. Même s'ils ne l'admettront jamais. Sur les écrans, la flotte Cradon s'était arrêtée. Pendant 45 minutes, rien ne se passa. Puis, exactement 15 minutes avant l'expiration de l'ultimatum, leur réponse arriva. Ce n'étaient pas des mots. C'était un missile. Un projectile massif, propulsé par une énergie nucléaire, filant droit vers Olyria Prime. Tous les vaisseaux, engagement autorisé, rugit Van. Montrez-leur l'enfer. La guerre venait de commencer. Chapitre 10, la danse des titans. L'espace explosa en lumière et en fureur. Le missile Cradon n'atteint jamais Olyria Prime. 3 destroyers terriens convergèrent simultanément, leurs canons libérant des salves coordonnées qui vaporisèrent la menace à des milliers de kilomètres de la planète. Puis ce fut le chaos. Les chasseurs furtifs humains frappèrent les premiers, apparaissant et disparaissant du spectre visible grâce à leur système de camouflage quantique. Chaque chasseur larguait sa charge de missiles Viper, des projectiles intelligents capables de traquer leur cible à travers des manœuvres évasives complexes, avant de se fondre à nouveau dans le vide. Les Cradons ripostèrent avec leurs armes plasma, d'immenses colonnes d'énergie ionisée qui transformaient tout ce qu'elles touchaient en vapeur métallique. 2 chasseurs humains explosèrent dans des boules de feu silencieuses. L'escadron Delta, formait un écran défensif autour du vaisseau amiral olyrien, ordonna John depuis sa position à bord de l'Odyssée, maintenant transformé en centre de commandement tactique. L'escadron Gamma, flanqué par bâbord et visait leur générateur de boucliers. Sur les écrans holographiques, la bataille se déroulait en 3 dimensions vertigineuses. Les vaisseaux humains utilisaient une doctrine de combat fluide, jamais statique, toujours en mouvement. Les Cradons, habitués à écraser leurs ennemis par la force brute, se trouvaient déstabilisés par cette approche de guérilla à grande échelle. « Contact ennemi, secteur 09, cria le lieutenant Zhao. Croiseur lourd Cradon en approche directe. Déployez le Léviathan, ordonna Van depuis Hades Prime. Un des croiseurs humains, le Léviathan, se détacha de la formation principale. C'était un monstre de 2 km de long, bardé de canons et de lanceurs de missiles. Mais sa véritable arme était son bouclier à singularité, un champ gravitationnel artificiel qui déviait littéralement les projectiles ennemis en courbant l'espace-temps autour du vaisseau. Le croiseur Cradon ouvrit le feu en premier, une salve de torpilles à fusion fonçant vers le Léviathan. Elles n'arrivèrent jamais. Le bouclier à singularité s'activa, et les torpilles furent piégées dans une boucle gravitationnelle, orbitant autour du vaisseau terrien avant d'être redirigées vers leur émetteur. Le croiseur Cradon fut pulvérisé par ses propres armes. « Seigneur, murmura Velio, observant la bataille depuis Olyria. Votre technologie, c'est au-delà de tout ce que nous avons jamais développé. Ce n'est pas de la technologie, corrigea John. C'est de la rage cristallisée. 100 ans de rage contre notre propre stupidité, contre les guerres climatiques, contre l'idée qu'une civilisation puisse être si bête qu'elle se détruise elle-même. Nous avons canalisé cette rage dans chaque système de nos vaisseaux. Lyra posa sa main sur son épaule. John, les Cradons déploient leurs forces lourdes. Sur l'écran, le vaisseau amiral Cradon, que les transmissions ennemies identifiaient comme le griffé du conquérant, ouvrait ses soutes. Des dizaines de mechas de combat, hauts de 50 mètres, étaient propulsés dans le vide spatial, leurs réacteurs dorsaux les dirigeant vers les vaisseaux humains les plus proches. Commandant Keller, dit Van calmement, déployez les titans. Avec plaisir, amiral. Des hangars des croiseurs lourds humains émergèrent leurs propres mechas, les titans de classe Atlas.
Contrairement aux monstruosités cradone hérissées de lames et de canons, les titans humains étaient élégants, presque artistiques dans leur conception. Mais cette élégance cachait une létalité redoutable. Le premier titan qui engagea un méca cradon le fit avec une précision chirurgicale. Utilisant ses propulseurs par une série de micro-ajustements, il évita les salves de l'ennemi tout en ciblant méthodiquement les points faibles de son armure. En 15 secondes, le méca cradon était désactivé, flottant inerte dans le vide. Les cradons combattent comme des brutes, expliqua John à Lyra qui observait, fasciné. Toute leur doctrine est basée sur l'intimidation et la force supérieure. Mais nous avons appris à nous battre les uns contre les autres pendant des siècles. Nous connaissons chaque ruse, chaque tactique déloyale, chaque façon de transformer une faiblesse en force. La bataille faisait rage depuis maintenant 2 heures. Les pertes humaines restaient étonnamment faibles, 12 chasseurs, un destroyer, grâce à la supériorité tactique et technologique. Mais les cradons avaient les nombres. Et lentement, inexorablement, ils commençaient à adapter leur stratégie. L'amiral annonça soudain qu'Heller, le griffé du conquérant change de cap, il se dirige droit vers Olyria Prime. Merde, grogna Van. Ils vont ignorer la flotte et tenter une frappe directe sur la planète. Tous les vaisseaux, interception immédiate. Mais le vaisseau amiral Cradon était trop rapide, trop massif. Il fonçait vers Olyria comme une montagne de métal animée d'une volonté destructrice. John regarda Lyra, vit la peur dans ses yeux. Pas pour elle-même, mais pour son monde, pour les milliards d'Olyris qui dépendaient d'eux. Pas question, murmura-t-il. Puis, plus fort, Jao, tracez-moi une trajectoire de collision avec le griffé. Capitaine. Jao se retourna, horrifié. Vous ne parlez pas sérieusement? Nous n'avons pas le temps. L'Odyssée est rapide et maniable. Si je peux le ralentir ne serait-ce que 2 minutes, la flotte pourra le rattraper. John, non. Lyra l'agrippa. Tu ne peux pas. C'est du suicide. Il prit son visage entre ses mains. Si je ne le fais pas, ton monde meurt. Et je ne vais pas rester là à regarder ça se produire. Il l'embrassa, un baiser désespéré qui contenait tous les mots qu'il n'aurait jamais le temps de se dire. Je t'aime, murmura-t-il contre ses lèvres. Depuis le premier instant où j'ai croisé ton regard. Capitaine, intervint une voix familière sur le canal de communication. C'était Van. Écartez-vous de cette trajectoire. C'est un ordre direct. Négatif, amiral. C'est ma responsabilité. J'ai déclenché cette guerre, je vais la terminer à ma façon. Bon sang, John, vous êtes têtu comme. Van s'interrompit. Puis, doucement, comme je l'étais à votre âge. Mais vous oubliez quelque chose, capitaine. Quoi, amiral? Que vous n'êtes pas seul. Sur les écrans, John vit avec stupéfaction 15 destroyers terriens modifier leur trajectoire pour se joindre à l'Odyssée. Ensemble, ils formèrent une lance de métal et d'énergie dirigée droit vers le cœur du griffé du conquérant. Tous les vaisseaux, résonna la voix de Van, transférez toute l'énergie au bouclier avant. Préparez-vous à l'impact. Et que quelqu'un envoie un message à ces bâtards cradons. John sourit à travers ses larmes. Que devons-nous leur dire, amiral? Dites-leur, bienvenue en enfer. L'humanité tient la porte. Chapitre 11, la percée. Les 16 vaisseaux percutèrent le griffé du conquérant comme des lances divines. L'impact aurait dû les détruire instantanément. Mais les boucliers à singularité, poussés bien au-delà de leurs limites de conception, tinrent juste assez longtemps. Ils créèrent une brèche dans la coque titanesque du vaisseau amiral Cradon, une plaie béante de 300 mètres qui exposait ses entrailles mécaniques au vide spatial. L'Odyssée fut la première à pénétrer à l'intérieur. L'équipe d'abordage, préparez-vous, rugit John alors que son vaisseau s'enfonçait dans les couloirs métalliques du griffé. On va leur montrer ce que c'est qu'un combat rapproché. Les sas s'ouvrirent et les marines terriens se déversèrent dans le vaisseau ennemi. Ils portaient des exo-armures de combat, des combinaisons mécanisées qui décuplaient leur force et leur résistance. Et ils étaient furieux. Les cradons qui les accueillirent étaient des créatures cauchemardesques. Au de près de 3 mètres, leurs peaux chitineuses brillaient sous les lumières d'urgence. 4 bras,
chacun terminé par des griffes ou des appendices armés, et une gueule pleine de crocs qui crissa lorsqu'ils virent les humains. Le premier contact fut brutal. Un cradon chargea, ses griffes visant à éventrer un marine. Mais l'humain esquiva avec une agilité surprenante, utilisant les boosters de son exo-armure pour pivoter en plein vol. Son fusil plasma cracha une salve qui troua le thorax de la créature. « Ils sont rapides », cria un marine. Mais pas assez. Les couloirs du griffé devinrent un abattoir. Les cradons combattaient avec une sauvagerie bestiale, mais les humains combattaient avec quelque chose de plus dangereux, une technique affinée par des siècles de guerre fratricide. John menait la charge, son pisma dans une main, une lame énergétique dans l'autre. Il se frayait un chemin vers le cœur du vaisseau, vers la passerelle de commandement. Derrière lui, Lyra, qui avait insisté pour l'accompagner malgré ses protestations, utilisait une arme olyrienne basée sur des ultrasons pour désorienter les ennemis. Le pont de commandement est à 200 mètres, annonça Zhao qui les avait rejoints, son scanner tactique à la main. Mais il y a une concentration massive de signatures thermiques devant nous. Leur garde d'élite, grogna John. Parfait. J'avais envie de me défouler. Ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire. Une cinquantaine de guerriers cradons les attendaient, formant un mur vivant de muscles et d'armes. Et au centre, se tenait leur chef. C'était le plus grand cradon que John ait jamais vu. Une bête de 4 mètres de haut, couverte de cicatrices qui racontaient des milliers de batailles. Ses yeux, multiples et composés comme ceux d'un insecte, se fixèrent sur John avec une intelligence glaciale. Il parla, sa voix traduite par les implants universels, humains. Je suis le seigneur de guerre Kratzul, conquérant de 40 mondes. Tu as osé souiller mon vaisseau. Ta mort sera longue et douloureuse. John ne sia pas, je suis le capitaine John Patterson, représentant d'une espèce que vous n'auriez jamais dû provoquer. Et je ne suis pas venu pour parler. Il chargea. Le combat qui s'ensuivit fut épique. Kratzul se battait comme un démon, ses 4 bras maniant des lames qui chantaient dans l'air. Mais John utilisait sa taille plus petite comme avantage, glissant sous les coups, ripostant avec une précision chirurgicale. Autour d'eux, les marines affrontaient la garde d'élite. Lyra, à la surprise générale, se révéla être une combattante redoutable, utilisant son agilité naturelle et son arme sonique pour désorienter plusieurs cradons avant que les marines ne les achèvent. Le duel entre John et Kratzul atteignit son paroxysme. Le seigneur de guerre leva 2 de ses bras pour porter un coup fatal, mais John anticipa. Il activa les boosters de son exo-armure, bondissant par-dessus la créature. En plein vol, il inversa sa trajectoire et plongea sa lame énergétique directement dans le crâne du cradon. Kratzul s'effondra dans un rugissement d'agonie. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les guerriers cradons restants, voyant leur chef vaincu, hésitèrent pour la première fois. Cette hésitation leur fut fatale. Les marines ne leur laissèrent aucune chance. Le pont est dégagé, annonça Zhao. On y va. John hocha la tête, reprenant son souffle. On termine ce qu'on a commencé. Ils franchirent les dernières portes blindées et pénétrèrent sur la passerelle de commandement du griffé du conquérant. Une douzaine d'officiers cradons se retournèrent, stupéfaits de voir des humains envahir leur sanctuaire. « Écoutez-moi bien, dit John d'une voix qui ne tremblait pas, votre vaisseau amiral est percé, votre seigneur de guerre est mort, et ma flotte a détruit plus de la moitié de vos forces. Vous avez 2 options, battez en retraite maintenant, ou nous transformons ce système stellaire en votre tombeau collectif. » Le plus ancien des officiers, un cradon aux écailles grises qui portait les insignes d'amiral, cracha quelque chose dans sa langue natale. Les traducteurs le convertirent, les cradons ne reculent jamais. Alors les cradons meurent aujourd'hui, répondit John froidement. Il leva son communicateur. L'amiral Van, la passerelle est sécurisée. Il refuse de se rendre. Compris, capitaine. Toute la flotte, concentrez le feu sur le griffé. Nos équipes d'abordage ont 2 minutes pour évacuer. Négatif, amiral, dit John. Nous restons. Nous allons prendre le contrôle des systèmes de navigation et orienter ce vaisseau droit vers leur formation principale. S'ils veulent mourir, autant qu'ils meurent ensemble. Capitaine, c'est une suggestion, amiral? Ou un ordre? Un long silence.
Puis, que les dieux vous protègent, John. Vous avez 60 secondes. Zhao se précipita vers la console de navigation principale, ses doigts dansant sur l'interface alien. C'est de la technologie primitive comparée à la nôtre, j'ai le contrôle. Le griffé du conquérant changea de trajectoire dans un grondement métallique. Les officiers Kradon regardèrent avec horreur leur propre vaisseau se diriger vers le cœur de leur flotte. Évacuation immédiate, cria John, puis il détruisit la console de contrôle du système de navigation pour empêcher une réorientation de la trajectoire. Tout le monde retourne à l'Odyssée. Ils coururent à travers les couloirs ravagés, Lyra main dans la main avec John. Derrière eux, ils entendaient les explosions alors que la flotte terrienne pilonnait le vaisseau amiral condamné. L'Odyssée décolla du hangar du Griffé avec quelques secondes à peine avant l'impact final. Le vaisseau amiral Kradon percuta 3 de ses propres croiseurs lourds. L'explosion qui s'ensuivit créa une nouvelle étoile temporaire dans le système d'Olyria, une boule de feu nucléaire qui consuma des dizaines de milliers de Kradons. Sur la passerelle de l'Odyssée, John et Lyra regardèrent le spectacle, enlacés. « Et c'est fini ?» demanda-t-elle doucement. « Non » répondit John. « C'est juste le début. Les Kradons vont envoyer des renforts quand ils apprendront ce qui s'est passé ici. Mais maintenant, ils savent une chose. » Quoi ? Qu'ils ne sont plus les prédateurs. Qu'il y a quelque chose dans cette galaxie qui peut les vaincre. Chapitre 12, l'Union nouvelle. 6 mois plus tard, cité d'Olympe, Mars. La salle du Haut Conseil était remplie à craquer. Pour la première fois de l'histoire, des représentants non humains y prenaient place. Lyra, vêtue d'une robe qui mêlait l'esthétique olyrien et les couleurs de l'Union terrienne, se tenait fièrement aux côtés de l'archonte Vélio. Honorable membre du Conseil, commença la chancelière Singh, nous sommes réunis aujourd'hui pour formaliser ce qui a commencé dans le feu et le sang il y a 6 mois. La bataille d'Olyria Prime a changé la galaxie. 37 civilisations qui vivaient dans la terreur des Kradons nous ont contactés. 15 ont déjà demandé à rejoindre ce que nous proposons d'appeler l'Alliance des mondes libres. Des applaudissements retentirent dans la salle. Mais avant de célébrer, nous devons reconnaître le prix payé. 318 soldats terriens sont morts dans cette bataille. Les Olyris ont perdu 2 millions de civils dans les bombardements préliminaires. Et nous savons que l'Empire Kradon ne laissera pas cette défaite impunie. Elle se tourna vers Lyra. Ambassadrice, voudriez-vous adresser quelques mots ? Lyra se leva avec grâce. Merci, chancelière. Il y a 6 mois, mon peuple était au bord de l'extinction. Nous avions abandonné tout espoir. Puis le capitaine Patterson et l'humanité nous ont montré qu'il existait une autre voie. Non pas la soumission, non pas la destruction, mais la résistance. Elle balaya la salle du regard. Les Olyris sont un peuple de paix. Nous avons construit notre civilisation sur l'art, la beauté, l'harmonie. Et nous pensions que ces valeurs nous affaiblissaient face à la violence brute des Kradons. Mais l'humanité nous a enseigné que la paix mérite d'être défendue. Que la beauté mérite d'être protégée. Et que parfois, l'acte le plus pacifique est de se dresser contre la tyrannie. Les applaudissements redoublèrent. C'est pourquoi le conclave d'Olyria vote unanimement pour rejoindre l'Alliance des mondes libres. Nous offrons nos technologies biomédicales, nos connaissances en propulsion subluminique, et notre détermination nouvellement forgée. Ensemble, nous allons montrer à la galaxie qu'un autre futur est possible. Lyra descendit de l'estrade et vint rejoindre John qui se tenait dans la rangée des officiers supérieurs. Il lui prit la main, un geste simple qui fit sourire plusieurs membres du conseil. Leur relation n'était plus un secret. Elle était devenue un symbole de l'alliance entre leurs deux peuples. Il y a une dernière chose, annonça Singh. Elle fit un signe, et un écran holographique s'activa. Les scanners médicaux olyriothériens ont détecté quelque chose d'extraordinaire il y a 3 jours. L'image montrait un fœtus en développement, à peine perceptible. L'ambassadrice Lyra porte un enfant. Le premier enfant hybride humain Olyris de l'histoire. Le silence s'abattit sur la salle. Puis, lentement, quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre. Bientôt, toute l'assemblée était debout, acclamant ce miracle génétique. Lyra sentit les larmes couler sur ses joues. John l'entoura de ses bras,
submergé par l'émotion. Nous allons être parents, murmura-t-il. Nous allons être le pont, corrigea Lyra. Notre fille, elle va incarner tout ce que nous essayons de construire. Un futur où nos différences nous rendent plus forts au lieu de nous diviser. L'amiral Van s'approcha d'eux, un sourire rare illuminant son visage buriné. Félicitations, tous les deux. Bien que je doive dire, capitaine, vous ne faites vraiment jamais les choses à moitié. John rit. J'ai eu un excellent professeur, amiral. Van devint sérieux. Les Cradons vont revenir. Nos analyses estiment qu'ils peuvent rassembler une flotte de 1000 vaisseaux d'ici un an. Nous devons être prêts. Nous serons prêts, répondit John avec confiance. Mais cette fois, nous ne serons pas seuls. Chaque civilisation qui rejoint l'Alliance apporte ses propres forces. Les Oliris avec leur bioingénierie, les Xelarians avec leur maîtrise de l'énergie stellaire, les Draconiens avec leur tactique de combat spatial. Une coalition de ceux qui refusent de se soumettre, compléta Van. Ça me plaît. Chapitre 13, le dernier silence. Un an plus tard, station Bastion Alpha, frontière de l'Alliance. La guerre était revenue, comme prévu. L'Empire Cradon avait rassemblé la plus grande armada de son histoire, 1200 vaisseaux de guerre, transportant 3 millions de soldats. Ils étaient venus pour écraser définitivement l'Alliance des mondes libres. Mais l'Alliance les attendait. Sur la passerelle du nouveau vaisseau amiral terrien, le Unity, John observait les formations ennemies. À ses côtés se tenait Lyra, tenant dans ses bras une petite fille aux yeux violets striés de bleu, un mélange parfait de ces deux héritages. Ils sont impressionnants, admit Velio qui commandait maintenant l'aile olyrien de la flotte. Ils sont condamnés, répondit John avec une certitude tranquille. L'Alliance avait utilisé l'année de répit à bon escient. La flotte combinée comptait maintenant 900 vaisseaux de guerre, chacun équipé du meilleur de ce que chaque civilisation pouvait offrir. Boucliers humains, armes énergétiques xelariennes, systèmes de ciblage draconiens, et bioréacteurs Oliris. Mais surtout, ils avaient quelque chose que les Cradons n'auraient jamais, l'unité forgée dans la diversité. Transmission des Cradons, annonça l'officier des communications. C'est leur empereur en personne. Sur l'écran apparut une créature encore plus imposante que Kratzul. L'empereur Vorkden portait une armure ornée de crânes, trophée de conquêtes passées. Sa voix résonna, amplifiée par la haine. Vermine de l'Alliance. Vous avez osé défier l'ordre naturel de la galaxie. Vous avez osé croire que des êtres inférieurs pouvaient s'élever au-dessus de leur place. Aujourd'hui, nous vous rappelons la vérité, les faibles périssent, les forts survivent. Préparez-vous à l'extinction. John activa son propre transmetteur, sa voix portée à travers toute la flotte de l'Alliance et celle des Cradons. Empereur Vorkden. Je suis le capitaine John Patterson, commandant en chef de la flotte de l'Alliance. Vous parlez d'ordre naturel, mais vous ne comprenez pas la nature. Dans la nature, ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent. Ce sont les plus adaptables. Les plus unis. Et aujourd'hui, vous allez apprendre qu'une galaxie unie vaut mieux qu'un empire fondé sur la peur. Il fit une pause, regardant sa fille dans les bras de Lyra. Vous voyez cet enfant ? Elle représente un futur que vous ne pouvez pas comprendre. Un futur où nos différences nous enrichissent au lieu de nous diviser. Un futur où la paix n'est pas une faiblesse mais une force. Et pour ce futur, il serra le poing. Nous allons vous détruire. La bataille finale commença. Cette fois, ce ne fut pas un combat. Ce fut une démonstration. La flotte de l'Alliance se déplaçait comme un seul organisme, chaque vaisseau parfaitement synchronisé avec les autres. Les chasseurs humains harcelaient les flancs, les croiseurs xelariens frappaient avec une précision chirurgicale, les vaisseaux draconiens brisaient les formations ennemies, et les bioréacteurs Oliris maintenaient tous les systèmes à performance maximale. Les Cradons, malgré leur nombre supérieur, se trouvèrent dépassés à chaque tournant. Leur doctrine de la terreur ne fonctionnait pas contre des adversaires qui avaient déjà connu leurs propres enfers et en étaient ressortis plus forts. Le point culminant survint lorsque le vaisseau amiral de l'empereur lui-même, le Griffe de l'Éternité, fut encerclé par une dizaine de vaisseaux de l'Alliance. Empereur, transmit John, vous avez une dernière chance. Rendez-vous et nous discuterons des termes.
Continuez à vous battre, et nous ne laisserons rien de votre empire. Pour la première fois dans l'histoire Kradon enregistrée, un empereur hésita. Puis, lentement, le griffe de l'éternité baissa ses boucliers. Nous nous rendons, cracha Vorkden, chaque mot semblant lui arracher la gorge. Un rugissement de triomphe s'éleva de toute la flotte de l'Alliance. Mais Jon leva la main pour demander le silence. Aujourd'hui, nous n'avons pas juste gagné une bataille. Nous avons prouvé qu'un nouveau paradigme galactique est possible. Que la coopération vaut mieux que la conquête. Que la diversité est une force, pas une faiblesse. Il regarda Lyra et leur fille. Pendant 100 ans, l'humanité a vécu dans le dernier silence, caché, attendant, préparant. Ce silence s'est terminé le jour où nous avons choisi de tendre la main plutôt que de serrer le poing. Et aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle ère. Il se tourna vers l'écran montrant l'empereur vaincu. Une ère où même nos ennemis peuvent devenir nos alliés. Si vous le choisissez, empereur, l'Alliance vous offre une place. Pas comme conquérant, mais comme égaux. Le choix vous appartient. Épilogue, l'ascension de l'Union. 10 ans plus tard, capitale de l'Alliance, Nouveau Éden. La petite Arya Patterson Lyra, 10 ans maintenant, courait à travers les jardins de la capitale de l'Alliance. Ses cheveux étaient un mélange fascinant de noir terrien et de reflets opalins d'Oliris. Ses yeux violets bleus brillaient de curiosité. « Papa! Maman! Regardez !» Jon et Lyra, plus âgés mais toujours aussi amoureux, la regardèrent pointer vers le ciel. Des centaines de vaisseaux de toutes formes et tailles descendaient en formation, arborant les couleurs de 50 civilisations différentes. « C'est la flotte d'exploration, expliqua Jon. Ils partent cartographier les régions inexplorées de la galaxie. Et papa, c'est vrai que même des Kradons font partie de l'équipage, demanda Arya. C'est vrai, répondit Lyra avec un sourire. Après que nous ayons vaincu leur empire, beaucoup de Kradons ont réalisé qu'ils avaient été prisonniers de leur propre culture de violence. Maintenant, ils contribuent à l'Alliance comme n'importe qui d'autre. Waouh, murmura la fillette. Donc tout le monde peut changer ? Tout le monde peut choisir, corrigea Jon en s'agenouillant à sa hauteur. Et les choix que nous faisons définissent qui nous sommes. Il y a longtemps, l'humanité a choisi de se cacher. Puis nous avons choisi de combattre. Mais le plus important, nous avons choisi de nous unir. Il regarda Lyra, leurs mains s'entrelaçant naturellement. Et parfois, les meilleurs choix sont ceux que notre cœur fait avant que notre tête ne puisse protester. Arya les regarda avec un sourire espiègle. Comme quand tu es tombé amoureux de maman alors que vous veniez de mondes différents. Exactement comme ça, rit Jon. Au-dessus d'eux, les vaisseaux de l'Alliance s'élevaient vers les étoiles, portant l'espoir d'un futur meilleur. Un futur où le dernier silence de l'humanité avait laissé place à une symphonie galactique de voix unies. Et quelque part, dans le vide cosmique, d'autres civilisations observaient avec intérêt cette nouvelle alliance. Certaines avec espoir, d'autres avec appréhension. Mais toutes savaient une chose, la galaxie avait changé pour toujours. Le silence était terminé. L'ascension avait commencé. Fin de l'histoire. Note de l'auteur, cette histoire célèbre l'idée que notre humanité ne réside pas dans notre espèce, mais dans nos valeurs. Que l'amour peut transcender toutes les frontières, même celles entre les étoiles. Et que parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de se battre, mais de choisir, d'espérer en un futur meilleur. Message pour vous, explorateurs des étoiles. Si cette histoire du capitaine Jon Patterson et de l'ambassadrice Lyra vous a touché, si vous croyez comme eux qu'un futur meilleur est possible, alors rejoignez notre alliance. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune des prochaines chroniques galactiques. Chaque histoire que nous partageons est une fenêtre vers des mondes où le courage, l'amour et l'unité triomphent de la tyrannie. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle mission commence. Qui sait ? La prochaine histoire pourrait raconter votre propre voyage vers les étoiles. Likez cette vidéo si vous pensez que Jon et Lyra méritent leur fin heureuse, si vous croyez que l'humanité peut être plus que ses pires moments, si vous voulez voir plus d'histoires où l'amour défie l'impossible. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de croire au miracle. Avec quelqu'un qui rêve des étoiles.
Avec quelqu'un qui comprend que les meilleures histoires sont celles où nous choisissons l'espoir plutôt que la peur. Commentez ci-dessous. Quelle a été votre scène préférée? La bataille finale? Le premier baiser entre Jon et Lyra? La naissance d'Arya? Aimeriez-vous une suite racontant les aventures d'Arya Patterson-Lyra, premier enfant des étoiles? Quelle autre civilisation aimeriez-vous voir rejoindre l'Alliance? Vos commentaires ne sont pas juste des mots sur un écran. Ils sont le carburant qui alimente cette chaîne, qui me pousse à créer des univers toujours plus vastes, des histoires toujours plus captivantes. Et surtout, n'oubliez jamais, comme l'humanité dans cette histoire, vous aussi pouvez choisir. Choisir d'être curieux plutôt qu'indifférent. Choisir de construire des ponts plutôt que des murs. Choisir de croire qu'un individu, avec suffisamment de courage et d'amour, peut changer le cours de l'histoire. Le silence est terminé. Votre ascension commence maintenant. Bienvenue dans l'Alliance des rêveurs d'étoiles.